Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de React Fiber. C'est l'algorithme de réconciliation qui est derrière React. C'est ce que vous utilisez peut-être tous les jours si vous êtes passé aux versions 16 et supérieures. React Fiber, donc réconciliation, c'est en fait tout ce qui va être le re-rendu, l'appel de vos méthodes de lifecycle et les renders. On va voir en détail un peu comment ça fonctionne. Mais avant d'entrer dans les détails de React Fiber, je voulais qu'on parte sur une application type simple sur laquelle on va pouvoir raisonner et essayer d'intuiter ce qu'on aurait pu faire à la place des équipes qui ont écrit React. L'application est assez simple. On a un champ de texte qui va être matérialisé par une div. Je vais prendre React DOM dans mon cas, mais ça s'applique très bien à React Native, qui va montrer le texte hello suivi d'un nom. Donc le nom, dans le cas ici, c'est React. Et ce même nom, on va le voir ici dans un champ input. Alors, si on veut écrire cette application avec du React, ici j'ai écrit un composant fonctionnel. Je vais prendre des props en entrée. Dans mon cas, elles ne sont pas utilisées. Il s'agit d'un état interne de mon, ça va être un état qui va pouvoir être fourni à mes composants. J'ai un état interne aussi qui va être récupéré par le state, useState de React. Et ensuite, donc, je vais avoir une div dans laquelle j'ai une div avec marqué hello, le nom, et un input. La question qu'on se pose, en fait, qu'on va se poser pendant toute cette présentation, c'est que se passe-t-il lorsque je fais appel à une fonction qui modifie mon state, c'est par exemple setName ou un setState si vous écrivez une application avec les anciennes méthodes pour mettre à jour votre état. Une première chose à savoir, c'est que quand on écrit une app en React, en fait, on utilise souvent du JSX. Je pense qu'il y a peu de gens qui écrivent du React sans JSX. Et JSX est uniquement un succinct syntaxique qui va remplacer toutes vos balises HTML, enfin, qui ressemblent à du HTML par des fonctions JavaScript toutes bêtes avec React.createElement. Et c'est la raison pour laquelle on importe toujours React au début de son app. Sans l'import de React, on ne peut pas faire de JSX, tout simplement parce que JSX va faire des React.createElement. CreateElement, en fait, c'est une fonction très simple qui va être utilisée par JSX. Donc JSX va prendre toutes vos balises qui ressemblent à du HTML et les traduire en des composants, donc en un appel de fonction qui prend un type. Dans les cas qu'on a vu tout à l'heure, c'était div, par exemple, donc une chaîne de caractères. Mais dans le cas de composants un peu plus gros, on aura la classe ou la fonction, donc pas en chaîne de caractères, mais vraiment la fonction, les propriétés de notre élément. Dans le cas d'un élément host, comme les divs, ça va être les attributs, et enfin les potentiels enfants. Par exemple, si on regarde le code qu'on a vu tout à l'heure, hello name va être traduit en React.createElement de div, aucun paramètre, on n'a pas d'attribut sur notre div, et ensuite une chaîne de caractères qui correspond à l'enfant unique qu'on a pour cet élément. De même pour l'input, on a des attributs sur notre input. Ces attributs, on va les retrouver en deuxième paramètre de createElement. Si je vous ai présenté un peu la partie en fait, de JSX, comment JSX est transformé, il y a une raison. C'est que tout simplement derrière, pour React, le composant que vous avez écrit, c'est pas du HTML. C'est tout simplement une suite d'éléments et d'objets JavaScript qui va comprendre sous forme d'un arbre. Donc on a un arbre qui commence à app, dans le cas de l'app que je vous ai montré, qui contient une première div. Dans cette div, j'ai une div avec un champ texte qui est hello name. Et enfin, un input qui a des attributs particuliers qui sont le type texte et une valeur name. Alors avant de rentrer plus dans les détails de comment on va s'en servir et comment React se sert de cette définition en fait, de notre DOM ou de notre application, je me présente, donc je m'appelle Nicolas Dulien, je suis full stack engineer à Criteo et vous pouvez me retrouver sur mon GitHub et mon Twitter. Et donc revenons un peu à ce qu'on vient de voir. Ce qu'on vient de voir en fait c'est ce que React a longtemps appelé le virtual DOM. Je dis longtemps appelé parce qu'aujourd'hui la notion de virtual DOM a plus ou moins disparu de la doc officielle, dans le sens où il y a un terme qui pose problème dans la doc, c'est le DOM. React aujourd'hui gère plus que du DOM et la notion de virtual DOM était un peu misleading la plupart du temps et on avait l'impression que React ça fonctionnait qu'avec du DOM. Notre application, quand elle se charge au début, on a un name qui est vide. Donc on va reprendre le cas de l'application de tout à l'heure. On a un name qui est vide et l'application elle va avoir un composant app, une div et une chaîne de caractères qui vaut hello point d'exclamation à l'instant initial et un input qui a pour valeur la chaîne vide. Admettons que notre utilisateur tape du texte. On appelle cette name à un moment dans notre application. Et là, l'utilisateur a tapé React, par exemple. On va avoir un nouveau virtual DOM, donc un nouveau résultat de la fonction qu'on a vue tout à l'heure. Si on appelle cette fonction à nouveau, on va voir qu'on va avoir Hello React ici.
et un input qui a changé. Si on essayait un peu de voir comment mettre à jour notre DOM de notre côté, admettons qu'on est à la place des ingénieurs qui ont développé React. On a deux DOM, un premier DOM qui est celui-ci, donc un premier virtual DOM qui représente mon application qui est celui-ci, et un deuxième qui correspond à celui-ci. On aimerait mettre à jour le DOM réel, enfin le support de rendu réel. Pour ce faire, on va détecter un peu les zones qui ont changé d'un appel de render à l'autre. Dans notre cas, c'est cette brique ici et les attributs là. Ce que va faire React, c'est tout simplement, il va mettre à jour le texte de cette div et les attributs de cet input. Ce qui voit qu'il y a uniquement cette partie qui a été modifiée. L'algorithme qui a été mis en place par React pour détecter les changements entre deux virtual DOM, c'est la partie qu'on appelle réconciliation, c'est ce qu'on va voir pendant tout le talk. Une chose qui est importante, c'est que si jamais on s'amusait à changer le tag ici, et qu'on passait par exemple par des paragraphes, mais ce n'est pas forcément recommandé, React va recréer des nouveaux éléments de DOM, et c'est une opération qui est coûteuse de créer des éléments dans le DOM ou dans le support de rendu. Et l'algorithme qui est mis en place par React n'est pas exhaustif, il va juste descendre dans les nœuds, trouver les différences, et s'il y a une différence, il s'arrête à cette première différence et re-rend tous les enfants en dessous de cette différence. En réalité, ce qu'on vient de voir là, ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est qu'en fait, le rendu, on pourrait le faire en 3 étapes. Si on était à la place des gens qui ont développé React, on pourrait intuiter un rendu en 3 étapes, dans lequel on commencerait à appeler une fonction de render, qui va nous construire une version mise à jour de notre virtual DOM, donc avec une div dans laquelle il y avait une div, c'est la même chose qu'on avait tout à l'heure, et un input, donc c'est exactement le tree qu'on avait tout à l'heure. Donc ça, c'est lorsqu'on va appeler notre fonction de render après une mise à jour. Ensuite, on a une deuxième étape, c'est faire un diff. C'est comme sur Git, on va chercher les diffs entre nos enfants. Donc là, on a un premier enfant qui a changé, on ne voit pas très bien ici, mais c'est le même exemple que tout à l'heure, on a rajouté la chaîne React, on essaye de voir où sont les modifications. C'est la partie réconciliation. Et enfin, une dernière étape, c'est le commit. C'est une étape qu'on veut faire de manière synchrone, parce que tout simplement, on veut avoir une interface utilisateur qui soit toujours avec les mêmes valeurs de partout. C'est-à-dire que si on a un état à un instant T, on veut que cet état soit présent dans toute l'interface utilisateur et on ne veut pas avoir une partie de notre UI qui contient l'ancien état et une partie le nouvel état. Donc on va faire l'étape de commit qui correspond à batcher toutes les updates et donc passer d'une interface qui était celle-ci à celle-là. Le batch des updates, dans le cadre React DOM qui est un renderer, ça va être d'updater le DOM. Dans le cadre React Native, ça va être d'updater nos composants natifs. Donc en gros, 3 étapes, un render, une réconciliation, un commit. Alors comment fonctionne React en fait? Comment ça fonctionne réellement? Parce que là c'est ce qu'on vient d'intuiter, ce qu'on a vu plus ou moins ensemble, comment on peut le faire, mais est-ce que React fonctionne réellement comme ça? Et déjà, comment fonctionnait React avant qu'on introduise Fiber, qui est le sujet de la présentation? Il fonctionnait avec quelque chose qui s'appelait le Stack Reconciler, qui a été disponible jusqu'à la version 16 non comprise, et qui a été remplacé par React Fiber. Alors le Stack Reconciler, il commence son traitement dès qu'on a une update de state. Le Stack Reconciler, il va commencer par prendre la route de notre application. À partir de cette route, il va appeler les méthodes render. La méthode render de notre route de l'application. Il va effectuer ce qu'on a fait tout à l'heure, l'étape de réconciliation, c'est-à-dire comparer les deux virtual DOM. On a le virtual DOM avant de l'état précédent et on va le comparer au virtual DOM de ce que vient de nous retourner render. À partir de là, on va directement appliquer nos updates sur le DOM. J'ai mis DOM, ça peut être remplacé par native, ça peut être remplacé par n'importe quel support de rendu que vous utilisez dans votre application. Et ensuite, on va aller vers les enfants. On va descendre de proche en proche dans nos enfants. Alors React est un peu plus futé que ça, les fonctions de render ne sont pas toutes appelées. Il va arriver à empêcher certains appels pour aller un peu plus vite dans sa descente. Il sait que certaines fonctions n'ont pas besoin d'être appelées parce qu'il n'y a pas eu de modification d'entrée. Mais dans l'ensemble, le process est vraiment celui-ci. Appeler render, comparer le virtual DOM et committer immédiatement les modifications. Et ensuite descendre dans les enfants. Tout ça se fait de manière synchrone. Et en fait, c'est un peu ça le problème, c'est que c'est synchrone. Ce qu'il y avait le problème des applications qui étaient écrites qui se basaient donc sur le Stack Reconciler que je viens de vous montrer, c'est que le Stack Reconciler est synchrone. Donc, dès qu'on a beaucoup de composants à redessiner ou beaucoup de fonctions de render à rappeler, on va potentiellement bloquer le thread principal à notre application qui nous dit « Ah, attention, là, tu es en train de bloquer le thread JavaScript, est-ce que tu es sûr ?» Donc Firefox ou Chrome va nous mettre une petite pop-up et on va pas forcément être content, l'utilisateur va pas forcément être très content. Et c'est là que React Fiber rentre en jeu. Donc React Fiber, c'est
un remplacement du reconciler, du stack reconciler. Il est apparu à partir de React 16, et c'est des travaux qui ont été faits par l'équipe, les core contributeurs de Facebook, qui a pris pas mal de temps. Et l'objectif, c'était d'être assez ISO avec ce qui se faisait jusqu'à présent et de ne pas introduire de breaking change. Ce qui a priori a dû être le cas, sauf à ce que des gens aient eu des problèmes. Alors pourquoi ça? Pourquoi il y a eu besoin de React Fiber? Comme je le disais, le problème c'est qu'aujourd'hui, avant React Fiber, on avait potentiellement des updates qui allaient trigger des pop-up de notre navigateur qui nous disent « Ah non, désolé, là le thread principal est bloqué, est-ce que tu es sûr de ce que tu fais ?» L'autre truc, c'est que, et ça c'est un des points fondamentaux de la raison pour laquelle il y a eu la volonté d'introduire React Fiber, c'est que certaines opérations sont plus prioritaires que d'autres. Je m'explique. Lorsque l'utilisateur va taper une valeur dans un champ texte ou interagir avec votre interface utilisateur, la plupart du temps, vous avez envie que son impact se fasse sentir immédiatement dans toute l'application. Par contre, lorsque vous attendez des résultats de promesses qui viennent d'un serveur distant, que ces résultats soient appliqués immédiatement sur votre interface ou avec un petit délai de quelques millisecondes, ce n'est pas forcément un problème. Donc l'idée de Fiber, c'est de permettre ces améliorations ultérieurement. Alors mais comment on fait ça en fait? Déjà on va splitter le processus de rendu. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'on avait un render, une réconciliation, et ensuite directement une phase de commit sur le DOM, puis on descendait dans les enfants au fur et à mesure. L'idée c'est de splitter ce rendu, et surtout une idée importante c'est de le rendre interruptible. On veut pouvoir arrêter ce rendu au milieu et reprendre un peu plus tard. Pourquoi on veut faire ça? Tout simplement le navigateur nous offre des API, notamment Request Idle Callback et Request Animation Frame, qui nous permettent en fait de savoir si on a un peu de bande passante pour effectuer une action. Et React va se brancher dans ces deux méthodes, donc Request Idle Callback et Request Animation Frame, pour effectuer ces rendus. Ça lui permet en fait de savoir le temps qui va lui rester pour un rendu. Donc je vais juste zoomer sur le Request Idle Callback. Ici c'est issu de la doc de Mozilla. Le truc important dans cette slide, c'est que Request Idle Callback, on lui passe une callback. Il va nous rappeler sous un délai déterminé, il va nous rappeler dans un délai qu'on peut lui donner au maximum. Et il nous passe un objet qui s'appelle Idle Deadline, qui nous permet de savoir s'il nous reste du temps pour effectuer l'opération. L'idée avec Fiber, c'est de prendre en compte cette Idle Deadline, et si jamais on a expiré, rendre la main au navigateur et lui dire de nous rappeler ultérieurement pour continuer le traitement de l'update du state. Alors, le state, maintenant qu'on a vu pourquoi et comment on pourrait faire ça, rentrons un peu plus dans comment plus en détail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on avait parlé d'une fonction de render, puis d'une réconciliation, puis d'un commit. On aimerait, avec React Fiber, ce qu'on veut mettre en place, c'est la possibilité d'interrompre ce procédé, par exemple, interrompre au milieu d'un render, interrompre au milieu de la réconciliation, peut-être au milieu du commit. Le problème qu'on a jusqu'à présent avec le stack reconciler, c'est qu'on a une stack, et c'est une stack native, c'est la stack du navigateur, dans laquelle on va appliquer de manière récursive notre traitement. On aimerait pouvoir l'interrompre, aujourd'hui ce n'est pas trop possible. Et ensuite, un autre problème que j'avais souligné rapidement tout à l'heure, c'est que toutes les tâches ne sont pas interrompues, on ne peut pas interrompre toutes les tâches, notamment la phase de commit. On ne veut pas avoir une UI qui soit dans une version T en même temps sur une version antérieure. On veut que notre UI soit toujours consistante et dans une seule version à la fois. Donc en fait, on va splitter notre problème en deux. On a une phase de commit qu'on peut pas rendre asynchrone. Cette phase de commit, on veut à tout prix qu'elle soit faite d'une seule traite pour ne pas avoir une interface utilisateur qui soit dans deux états à la fois. Mais par contre, la phase de render et de réconciliation, ce sont deux phases sur lesquelles on pourrait très bien interrompre le process de rendu, tout simplement parce qu'à ce moment-là, on n'a rien commité dans l'interface utilisateur, l'utilisateur n'est même pas au courant qu'il y a une modification. Donc l'idée, ça va être d'extraire en fait cette partie render réconciliation, de la rendre interruptible, donc asynchrone, voire synchrone dans certains cas, et ensuite d'extraire aussi, d'utiliser pour le commit les résultats de cette première phase. Alors, essayons de faire ça. Pour faire ça, on va partir du stack reconciler qu'on avait vu tout à l'heure, parce qu'en fait, on peut facilement intuiter React Fiber à partir du stack reconciler qu'on a vu tout à l'heure. Donc on reprend notre application. Notre application était représentée par le virtual DOM qui est ici. Et je vous ai dit, le stack reconciler, il va commencer par la route de mon application, c'est-à-dire app. À partir de là, il va appeler la fonction render de app. La fonction render de app, en fait, va nous rendre tous ces composants ici, et il va descendre petit à petit dans les composants.
Ici, j'ai des composants qui sont de... Enfin, React va traiter différemment les composants suivant leur type. Ici, j'avais un composant de type class component. React sait qu'il faut appeler la fonction render dessus. Si c'est plutôt une functional component, il sait qu'il faut appeler la fonction. Dans le cas d'un class component, React va appeler render, etc. Et après, ici, j'ai un composant de type host. React sait qu'il n'y a pas de render à appeler, mais par contre, il y a des composants enfants sur lesquels il va falloir itérer pour voir un petit peu s'il y a des modifications dedans. Donc, il va descendre dans l'arbre progressivement, et il va arriver à text. Text, c'est notre leaf qui valait hello point d'exclamation initialement, et que dans l'exemple qu'on traite depuis le début, vaut échanger en hello React. Ce que va voir le stack reconciler, donc je parle ici de la première version avant React Fiber, il va se rendre compte qu'ici il y a une modification. Étant donné qu'il y a une modification, le stack reconciler il ne stocke pas les modifications, il va directement committer notre update data. Et donc là, il va committer dans le DOM directement la modification. Puis il va remonter dans la div, aller dans le frère de cette div. Pareil, ici on a une modification, le stack reconciler s'en rend compte et va tout de suite committer le changement, donc faire une update des propriétés de cet élément de DOM dans le cas ici, puis remonter, Donc ça, c'est le fonctionnement qu'on avait sur le stack reconciler. Et en fait, le fonctionnement de Fiber, il n'est pas très loin, c'est exactement ça. Sauf qu'on va le rendre, comme j'ai dit, l'objectif, c'est de le rendre interruptible. Pour le rendre interruptible, on va essayer d'enlever cette notion de stack qui est gérée par le navigateur, mais plutôt que de la laisser gérer par le navigateur, on va coder nous-mêmes notre stack. Fiber, en fait, c'est finalement une manière de coder la stack. Une fiber, dans le code de React, une fiber, c'est un élément ici. Donc, par exemple, cette div ici est une fiber. Elle possède un enfant, qui est cette div-là, un parent, qui est app, et elle n'a aucun sibling, donc les siblings, ce seraient les frères et sœurs. La div qui est ici, elle a un enfant, qui est text, un parent, qui est div, et un sibling, qui est input. L'algorithme de React Fiber, en fait, va juste faire en sorte de réécrire la stack avec ces trois notions qui sont child, return et sibling. En plus de ça, il y a une autre chose. Donc là, c'est bien, on va passer sur tous les composants, mais comme j'avais dit, on ne veut pas appliquer les commits immédiatement. On veut pouvoir rendre l'opération interruptible. Et donc la phase de commit, on veut la décaler plus tard. Donc ici, on ne va pas appliquer les changements dès qu'on les découvre. On va les garder de côté, pour que ce soit pour l'input ou pour le texte. On va garder ces changements de côté et on les appliquera ultérieurement. Pour aller plus vite, React a mis en place une liste pour gérer ces effects. Ils appellent ça des effects. Et en fait, ces effects, dès que React va tomber sur un effect, il va tracer une liaison entre le dernier effect rencontré et le nouvel effect, etc. Et lors de la phase de commit, on va juste itérer sur ces différents effects et appeler les méthodes de lifecycle nécessaires et aussi mettre à jour le DOM en conséquence. Alors en gros, Fiber, c'est une nouvelle façon d'explorer votre arbre de composants pendant les phases de re-rendu. Et c'est une nouvelle façon qui a été nécessaire parce qu'on voulait être interruptible. C'est la raison pour laquelle React a travaillé pas mal dessus. D'un point de vue code, si on regarde un peu l'implémentation réelle qui est faite dans React, on peut voir le code n'est pas si compliqué que ça. Vous pouvez mettre un breakpoint dans React, vous pouvez le trouver. Vous pouvez rapidement voir un peu comment ça marche. Par exemple, on a une fonction workloop qui est un peu un point d'entrée de ce principe d'itération. Tout ce que je vous montre ici, en fait, ça explique comment la stack qu'on avait vue initialement va être matérialisée pour être rendue, pour qu'on puisse itérer dessus et l'interrompre. Donc en fait, tout ce qui est ici, ça correspond au graphique qu'on a vu juste avant. Donc on a deux modes dans workloop. On a un mode qui est yieldy, qui est ici, qui permet d'interrompre la tâche au milieu. Donc ici, on voit qu'on a un check pour vérifier que si on doit ou non continuer. Si on ne peut pas continuer, on va interrompre et revenir ultérieurement. Et on a une étape qui est synchrone, dans laquelle on fait exactement ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire itérer progressivement dans notre arbre, faire tout le rendu. Et ensuite, une fois que ça c'est fini, on va appliquer la phase de commit directement derrière, sans avoir à faire d'opération asynchrone. Donc là, on bloque le thread principal comme avant. Pardon, j'étais un peu vite. Là, ici, la next unit of work, initialement, est setée à root. Quand on rentre pour le début du render, on va la setter à root. Et ensuite, on va appeler la fonction perform unit of work qui va prendre une unit of work, donc une fiber, et nous retourner la fiber qui est la suivante, sur laquelle on va avoir du travail à faire. Alors, perform unit of work, elle prend une fiber, elle va travailler sur cette fiber.
Travailler sur cette fiber, ça veut dire bon, appeler la fonction de render si c'est un composant de type classe, appeler la fonction si c'est une fonction. Si c'est un portal, il y aura d'autres choses à faire. Si c'est un composant style div, il y aura d'autres choses à faire. Ça dépend du type de composant, mais suivant les types de composants, on va faire plein d'opérations. Finalement, pour se retrouver avec une fiber qui a un child, et ce child, c'est le prochain enfant sur lequel on voudrait appliquer un traitement. Alors, il y a deux possibilités. Soit on est, comme on l'avait vu tout à l'heure, arrivé jusqu'au bout de l'arbre, auquel cas on n'a plus de child. Donc on tombe dans le cas next égale nul. Là, on va faire quelque chose de particulier, on veut remonter un peu dans l'arbre. Et dans l'autre cas, on va directement retourner notre child, on descend progressivement dans l'arbre de proche en proche, comme on le faisait sur l'algorithme avec la stack. Complete unit of work, en fait, c'est lui qui va faire en sorte de remonter dans l'arbre. Avec le begin work qu'on a vu juste avant, en fait, on va descendre progressivement dans l'arbre, mais à un moment, il faut qu'on remonte pour aller toucher les branches qui n'ont pas été encore impactées. C'est ce que fait en fait complete unit of work. Complete unit of work qui va remonter dans les parents progressivement. Il va remonter dans les parents de proche en proche tant qu'il ne trouve pas de branches qui n'ont pas été impactées. Et dès qu'il trouve une branche, donc la branche elle est matérialisée par sibling, tant qu'on n'a pas de sibling, on va faire la boucle while true, enfin on va itérer dans cette boucle pour remonter de parent en parent. Et dès qu'on trouve un sibling, donc un frère ou une sœur, c'est-à-dire une branche qu'on n'a pas touchée, on va retourner ce sibling parce qu'il correspond à la prochaine tâche sur laquelle on souhaite appliquer le rendu. Donc ça c'est bien, on a vu en fait finalement React a réécrit un peu la manière d'itérer dans l'arbre, dans le virtual DOM. La question qu'on peut se poser maintenant qu'on a vu ça, c'est est-ce que cette réécriture m'apporte quelque chose d'un point de vue de mon app ou est-ce que c'est purement cosmétique? Alors, je vous ai montré ça tout à l'heure, et il y avait deux if. Un premier if qui dit je suis synchrone et un deuxième if qui potentiellement peut être interrompu. Et bien en fait, aujourd'hui, on passe dans ce return ici qui marque synchrone, si on ne fait pas de modification dans le code. En React, dans les dernières versions de React, on passe en mode synchrone. La raison, c'est tout simplement que React Fiber, c'est pas une nouvelle, enfin, c'est une réécriture et ça n'apporte pas de fonctionnalité à part entière en l'état. C'est juste une réécriture dans laquelle aujourd'hui on passe en mode synchrone. Mais si vous regardez bien ici, il y a un truc qui s'appelle concurrent mode, dans lequel on peut passer en mode non synchrone, et c'est peut-être celui-là qui intéressera un peu les gens plus tard. Donc c'est un changement qui est purement technique à l'heure actuelle. C'est un changement qui met un peu en place des modifications qui arrivent dans les méthodes de lifecycle. Si vous écrivez des classes components, il y a pas mal de modifications à faire suite au passage au fiber, étant donné que les fibers vont rendre certaines opérations pures alors qu'elles n'étaient pas forcément bien utilisées de manière pure à l'origine. Et enfin, ça va débloquer certaines features qu'on a vu tout à l'heure, le petit if avec concurrent mode qui pourrait être intéressant. Alors, revenir sur les lifecycles, parce que je pense que si vous avez fait du React depuis quelques temps, vous avez sûrement dû écrire des component will mount, component will receive prop et tous les autres dérivés. Avec React Fiber, avec l'arrivée de React Fiber, il a fallu déprécier pas mal de ces méthodes. Will mount, will receive props et component will update. Les raisons, c'est tout simplement qu'elles étaient utilisées pour produire des side effects par pas mal de personnes. Et quand ils ont essayé de le mettre, chez Facebook, ils ont essayé de mettre en place React Fiber, ils se sont rendus compte que potentiellement ça allait bloquer sur certains trucs chez eux déjà, et donc potentiellement ça pourrait bloquer chez d'autres personnes. Donc l'idée a été de dire qu'on va déprécier ces méthodes, et on va fournir aux gens une méthode qui va être censée être pure tout le temps, pour ne pas faire de side effect, qui va être getDriveState from props, ou d'autres méthodes qui permettront d'être rappelées dans le lifecycle. Donc pour la phase de render, il y a pas mal de petits changements à faire si vous allez utiliser des classes et l'une de ces méthodes. Aujourd'hui, elles sont encore disponibles, elles sont préfixées par unsafe, mais dans les versions suivantes, elles seront plus disponibles a priori. Une chose importante, c'est qu'on peut toujours vérifier si ça marche en utilisant le mode strict. Ça permettra de vérifier si ces méthodes sont pas trop, enfin si on les utilise pas mal déjà. Et les dernières méthodes de lifecycle, c'est la phase de commit, mais là on n'a aucune modification majeure dans le sens où on peut faire des side effects dans celle-ci sans trop de problèmes. Les étapes suivantes, donc en fait React Fiber aujourd'hui n'apporte pas réellement de changement d'un point de vue utilisateur. Vous allez toujours pouvoir utiliser votre application comme vous l'avez fait avant. C'est juste un changement de la manière de parcourir votre arbre et de compter les updates, mais finalement ces mises à jour du DOM sont toujours les mêmes et normalement vous ne devriez pas avoir de changement. Par contre, React Fiber c'est un peu la brique nécessaire pour activer le mode concurrent. Le mode concurrent c'est un mode dans lequel certaines opérations auront une priorité plus haute que d'autres opérations, notamment les interactions utilisateurs. Et potentiellement, à terme, des
des travails sur worker dans lequel on aurait des opérations qui seraient lancées sur un worker dans un thread à côté et qui seraient utilisées par React. Ça, c'est la liste des sources que j'ai utilisées. Je vais passer le lien des slides, au moins vous pourrez, s'il y en a qui sont intéressés, il y a plein de trucs sur l'algorithme Fiber. Et voilà, c'est tout. Si vous avez des questions... Le QR code, c'est pour la presse. Si vous voulez avoir la presse, mais je le mettrai sur le groupe Meetup. Question? Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à aller voir ça? Ouais, alors ça c'est la grosse question. Non, je sais pas. Non, je voulais regarder un peu comment ça marchait derrière. Je me suis amusé à faire la même sur les 3 frameworks principaux, on va dire. Que ce soit sur Angular, sur React ou sur Vue, j'ai pas encore creusé à fond. Mais je voulais voir comment ça marchait derrière, parce que c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe quand on joue avec une application. Pourquoi j'aurais intérêt de faire tel appel de fonction et pas tel autre, et pourquoi quand je pense avoir quelque chose qui n'est pas efficace, en fait c'est moi qui ai fait un code qui n'est pas bon et pas React qui fait n'importe quoi. Donc je voulais savoir un petit peu comment ça fonctionnait pour mieux comprendre qui est le fautif quand j'ai un truc qui est lent. Ouais. Deux questions. La première, c'est est-ce que tu peux, si j'ai bien compris, aujourd'hui, en fait, Fiber est dans le code, mais il n'est pas du tout utilisé quand tu importes React et que tu fais ton petit front. En fait, il est utilisé, mais c'est juste qu'on passe par le mode synchrone. C'est-à-dire qu'en fait, Fiber, c'est juste une réécriture de comment on itère, plutôt que de faire une itération, une descente récursive un DFS récursif de notre arbre. Le parcours de l'arbre va se faire de manière itérative. C'est-à-dire qu'on va passer par une liste chaîne, grosso modo. Fiber, c'est juste ça, c'est réécriture de ça, de la manière d'itérer. Et ensuite, il y a le concurrent mode que j'avais mis ici, bon, de toute façon, on ne voit pas, qui est... Est-ce que tu peux activer le concurrent mode pour ouais. voir, par exemple, si tu as une app qui est un petit peu lente, mais que tu la connais sans side effect et sans utiliser le concurrent mode, il s'active, aujourd'hui, il s'active déjà, on peut déjà l'activer. Il est en mode expérimental pour l'instant, mais il permet déjà de voir... en fait, en l'activant, on peut déjà voir des problèmes si l'app a été mal codée. Après, il y a un mode strict qui permet de s'assurer qu'on n'ait pas fait n'importe quoi, parce que dedans, ça retrigger plein de fois les méthodes de lifecycle. En fait, la raison pour laquelle les lifecycle ont changé, juste pour info, c'est qu'aujourd'hui, les lifecycles étaient toujours appelés dans un ordre assez déterministe. Quand on appelait les lifecycle didment, on va appeler render après, on va appeler la fin du mount à la fin. Donc on appelait toujours dans l'ordre et on appelait toujours jusqu'au bout ces méthodes de lifecycle. Avec Fiber, potentiellement, on peut interrompre un rendu au milieu, donc on peut appeler render sans jamais faire le rendu final. Donc on peut ne jamais avoir fait le render dans le commit. Enfin, jamais recommitter les changements. Et sur ça. Ouais. Et je vais une deuxième mini-question. Ouais. Est-ce qu'on peut aussi, si Fiber pourrait permettre potentiellement d'annuler le rendu? Typiquement, j'ai tapé dans mon input un R, il a commencé sa phase de rendu, j'ai retapé un E, il est passé prioritaire, mais du coup mon state a changé, donc je peux recommencer la phase de render depuis le début. Normalement, ouais, en part, c'est censé... Potentiellement, ça peut apporter ça avec le mode concurrent, où là, il pourra, suivant comment c'est implémenté derrière de leur côté, stacker des trucs ensemble. Sachant qu'il y a déjà un peu de batch dans les set states pour éviter des problèmes. Ouais. Moi, je me demandais, est-ce que tu sais s'il y a des librairies hyper utilisées, comme ça, je suis toujours répétitif, mais quand ça devient la map, un truc comme ça, qui ont prévu dans leur roadmap d'utiliser ce mode concurrent pour améliorer ce truc-là? Le mode concurrent, en fait, normalement, c'est toi qui le déclares sur ton app. Tu le mets au root. Alors, en fait, il peut se mettre soit au root quand tu fais le wrapping de ton app. Donc sur React DOM, c'est dans reactdom.quelque chose. Il y a une méthode qui t'active le mode concurrent. Elle est marquée unsafe, je crois, aujourd'hui. Et sinon, tu peux aussi il y a un composant spécial où tu peux wrapper une sous-partie de ton app pour l'activer en mode concurrent. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à se dire qu'avec Fiber, ils allaient pouvoir augmenter les perfs de leur lib, même sur ton app à toi, quand toi tu auras désactivé le mode concurrent? Est-ce que tu en parles en ce moment, ou est-ce que c'est encore hyper expérimental et Pour l'instant, je dirais que c'est expérimental, parce que le mode concurrent, il n'est pas encore release officiellement. Donc, vu que c'est vraiment la brique importante pour avoir un Fiber utile, qui marche bien, je pense qu'il faut attendre cette brique. Ouais. Je répondrai à la question. Ouais. Oui, il y a les auteurs de librairies sont invités à penser à ça, parce que justement, c'est bien de faire des codes comme ça, parce que il faut penser à ça quand on choisit une librairie
de composants, parce que typiquement, ça va vous impacter dans 1 an, 2 ans, lorsqu'on se mettra à faire à flécher dans les renders, quand le concurrent deviendra incontournable et que malheureusement on aura choisi une librairie qui n'est pas compatible avec et on sera coincé avec. Et donc justement, c'est pour ça qu'il y a des issues qui sont montées dans les diverses librairies en mode ça marche pas en strict et ça va maintenant. D'ailleurs, ouais, le conseil, c'est d'activer le mode strict. Au moins, vous avez pas vous verrez directement les endroits où vous avez fait n'importe quoi, on va dire, si je peux dire n'importe quoi. Et ça évitera, vous pourrez voir les libres qui posent problème aujourd'hui. À prendre en compte quand vous faites le choix de vos librairies. Ouais, clairement. Ça demande pas mal de changements. Et du coup, tu as 2 parties. Tu as la partie de ne pas utiliser des API dépréciés. Et ça, tu as déjà des bénéfices quand tu mets en place le mode async. Et après, il y avait la question de comment déclarer une action pour être prioritaire, moins prioritaire. Et ça, c'est pas... Ça, c'est React, vraiment, qui doit le gérer. Ça, c'est a priori ce que j'avais compris des derniers trucs. Je suis pas sûr à 100% sur cette partie, mais de ce que j'avais lu, c'était plutôt eux qui voulaient gérer la priorité, puisqu'ils savent exactement ce qui est prioritaire ou pas. Par exemple, un user input, ils savent que c'est une modification directe d'user input. Une promesse, ils vont détecter que c'est un retour de promesse. Okay. Et a priori, la plupart du temps, ça suffit amplement. D'ailleurs, aujourd'hui, dans nos apps de jour le jour, on n'a pas ces optimes et elles marchent déjà très bien. Donc c'est plus une petite optime. Et ça permet aussi pas mal de trucs sur les suspens, normalement, le truc des fibers. Notamment de faire des suspens qui évitent de montrer le spinner si le résultat de la ressource est déjà présent. C'est des petites optimes qui seront aujourd'hui qui n'existent pas parce qu'il faut activer le mode concurrent. Mais le mode concurrent est activé de partout, on pourra avoir des suspens qui coûtent 0 au niveau modification de DOM. Ouais. Justement, ce qu'ils ont dit, c'est que le concurrent et le suspense, c'était dans 2 prochaines étapes de React. Ouais. Et ils ont retardé le concurrent parce que justement, ils se rendent compte qu'il est très lié à suspense. Mais c'est la prochaine release majeure, ça sera ça. Après, j'ai une petite question. Si on a une app ou une librairie qui est plutôt du coup tout en functional component avec des hooks, on est plutôt épargné. T'as pas le problème. Et en fait, ouais, c'est la raison. J'ai l'impression que c'est un peu la raison pour laquelle ils ont mis les hooks, entre autres. C'est grosso modo, c'est une feature qui est assez sexy. C'est une feature qui est quand même assez sexy et facile à utiliser. Et finalement, les méthodes de lifecycle qu'on voit ici, si on a écrit notre application de manière moderne, on va dire, maintenant on n'a plus besoin de mettre des lifecycles. Et donc il n'y a plus de problème. Ce problème se déclarera plus si on est tout passé en hook. Je pense qu'il y a une partie du mouvement pour aller vers les hooks qui est liée à ça, qui fait que bientôt ils pourront même limite presque enlever le class component de leur spec, qui leur posait pas mal de problèmes parce que dans le code il y a un gros switch case sur tous les types de composants et il y en a un qui s'appelle class component qui fait... Ouais c'est ça, c'est le legacy pour l'instant quoi, le class. Pour l'instant ils ont dit qu'ils n'enlèveront jamais mais voilà, grosso modo c'est quand même une brique qui est potentiellement à terme va partir. Mais on peut pas encore tout faire je crois avec les hooks, il en manque 1 ou 2. Je crois qu'il manque certains hooks, il y a certaines opérations qu'on peut pas faire encore aujourd'hui. Je sais plus lesquelles. Mais... Non mais la plupart c'est vraiment des trucs edgy. Mais... C'est vraiment, je veux bien voir après. Ouais, tout bon.